Bon, dans cette électrolyse, on avait besoin de faire passer un courant électrique à l'intérieur d'une solution. Et dans l'eau pure, la quantité d'ions en fait se limite à ce que vous savez depuis le chapitre sur les acides et les bases, c'est-à-dire le résultat de l'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire les ions H3O+, et les ions HO- qui sont en quantité extrêmement faible, donc en concentration extrêmement faible. Donc on avait besoin d'un électrolyte pour permettre le passage du courant électrique. Donc lorsqu'on présente une flamme au tube, au gaz qui se trouve dans le tube côté borne négative, on a une petite détonation sifflante, un petit pop, et ça, c'est la petite détonation caractéristique du dihydrogène. Donc, côté moins, on a un pop, et c'est la signature du dihydrogène. Côté plus, eh bien, on a la flamme ou la braise qui est ranimée ou ravivée, et ça, c'est caractéristique du dioxygène. Les changements de couleur du bleu de bromothymol, eh bien, on les interprétera en regardant les indicateurs, la liste des indicateurs colorés qu'on a vus dans les manipulations dans les chapitres acido-basiques. Le bleu de bromothymol, c'est un indicateur coloré qui a une zone sensible, un virage autour de pK égale 7. Ce qui veut dire que lorsque il a sa couleur jaune, donc là il faut que vous regardiez le tableau, lorsqu'il a sa couleur jaune, c'est pour la forme majoritaire acide, et donc c'est pour les situations où le pH est inférieur à 7. Donc ça veut dire que côté borne positive, eh bien, comme le milieu est jaune, le BBT est jaune, ça veut dire qu'on a un pH inférieur à 7. Donc pH inférieur à 7, ça veut dire qu'on a H3O+ majoritaire ou prédominant. Et en fait, c'est surtout, on va le voir avec les équations bilan, c'est surtout la trace de la production de H+ par l'équation bilan, par la réaction d'électrodes, par la demi-réaction d'électrodes. Alors de l'autre côté, le BBT est bleu, et bien ça veut dire que le pH est supérieur à 7, c'est la forme basique du BBT qui prédomine. Et pH supérieur à 7, ça veut dire que H3O+ est tout à fait minoritaire. Et quelle est l'espèce majoritaire qui est en équilibre avec H3O+ dans l'eau? Eh bien, ce sont les ions HO-. C'est HO- qui est prédominant. Et ça aussi, c'est important, c'est intéressant. On a besoin de ça pour l'équation, la demi-équation bilan, celle où se produit le dihydrogène. Donc, c'est là qu'on va l'exploiter. D'abord, le 4, indiquer sur le schéma le sens conventionnel du courant et le sens de déplacement des électrons. Donc, le sens conventionnel du courant électrique, c'est de la borne plus du générateur vers la borne moins. Donc, dans cette branche-là, ce sera à partir en direction de la gauche. Le courant électrique est là, vers la gauche. Donc, c'est cette électrode-là qui est reliée à la borne plus. Et c'est cette électrode-là où on voit apparaître le gaz qui provoque l'incandescence ravivée de la braise. Donc c'est là où se trouve le dioxygène et c'est là où se trouve le dihydrogène. Donc là, le courant électrique de la borne plus vers la borne moins, donc ici vers la gauche. Donc les électrons évidemment en sens opposé. Les électrons, eux, se déplacent de la borne moins vers la borne plus, donc dans ce sens-là, ici. Et puis après, à l'intérieur, bon, c'est la migration des ions. C'est plus des électrons tout seuls dans la solution, ce sont les ions contenus dans la solution, donc ions sodium, ions sulfate.
puisque c'est sulfate de sodium. Alors, les électrons, les équations des réactions d'électrodes. Alors, côté plus, le couple qui intervient, c'est O2H2O. Donc, pour équilibrer ça, eh bien, on écrit les deux membres du couple de part et d'autre. Et puis ensuite, on équilibre. On commence par les éléments autres que oxygène et hydrogène quand il y en a. Donc là, ce n'est pas le cas. Ensuite, oxygène. Pour équilibrer l'oxygène, on modifie les coefficients de l'eau. On ajoute ou on retranche des molécules d'eau. Donc ici, on a 2 atomes d'oxygène. Donc il en faut 2 ici. On met un 2. Ensuite, on équilibre l'élément hydrogène. Donc l'élément hydrogène, on l'équilibre avec des ions H+. Ici, il y a 4 représentants de l'élément hydrogène. Donc là, il en faut 4 aussi. Donc 4H+. Puis, enfin, on équilibre les charges avec les électrons. Et donc, plus 4 électrons. Est-ce que c'est dans ce sens-là que la réaction se produit? Et non, évidemment. On a vu que dans les tubes, dans le tube, il y avait production de dioxygène. Donc cette réaction-là, il faudra faire attention, elle se produit réellement dans ce sens-là. Alors côté hydrogène, eh bien, on fait pareil, on met les deux membres du couple, donc H2O, H2, H2O, H2, de part et d'autre, et puis on équilibre, mais cette fois-ci, on a la situation particulière où l'équilibre ne se fait pas avec H+, mais avec HO-, parce que dans la solution, on n'a pas rajouté de H+, comme on le faisait par exemple pour rendre possible ou pour faciliter les réactions d'oxydoréduction, on faisait intervenir les ions permanganate ou l'eau oxygénée, etc. Et donc là, l'équilibre se fait avec production de HO-. Donc c'est HO- qu'on va ajouter d'un côté ou de l'autre pour permettre, pour assurer l'équilibre entre les deux membres de l'équation, de la demi-équation. Et les ions HO-, eh bien, ce sont eux qui sont responsables du pH supérieur à 7 et donc de la teinte bleue. Et donc, cette fois-ci, on met des ions HO- pour équilibrer. Donc ici, pour l'hydrogène, c'est équilibré, mais il faut équilibrer l'oxygène. Donc pour équilibrer l'oxygène, eh bien, on ajoute des ions HO-. Donc, pour ce qui est de l'oxygène, eh bien, il suffirait d'ajouter HO-. Mais si on ajoute HO-, alors à ce moment-là, on rompt l'équilibre entre les atomes d'hydrogène. Alors pour retrouver cet équilibre, eh bien en fait, là on a 2 hydrogènes, là on en a 3, il suffirait par exemple de mettre un demi ici, et puis ensuite pour écrire ça avec uniquement des coefficients stoichiométriques entiers, eh bien on multiplie tout par 2, donc on multiplie par 2 ici, ça fait 1, ici ça fait 2, ici ça fait 2, et maintenant, du point de vue des atomes, des éléments, des représentants des éléments, eh bien c'est équilibré. Il y a 4 hydrogènes ici, 2 et 2 ici, et 2 oxygènes ici, et 2 ici. Donc pour les représentants des éléments oxygène et hydrogène, c'est équilibré. Il reste à équilibrer les charges électriques, donc là il y a 2 charges moins, donc ici on ajoute 2 électrons. Dans quel sens se produit cette réaction? Eh bien, c'est évidemment une production de H2, donc H2 est bien côté produit, la réaction se produit dans ce sens-là. Maintenant, pour avoir l'équation globale, je vais tout de suite répondre à la 7, c'est naturel, c'est plus naturel. Pour avoir l'équation globale, eh bien, on va faire l'addition membre à membre de ces deux demi-équations, donc membre à membre, en veillant évidemment à ce que
les réactifs sont du bon côté, les produits sont du bon côté. Donc, les réactifs, là, sont de ce côté. Et ici, l'équation a lieu dans le sens de la droite vers la gauche. Donc, les réactifs, c'est ici, c'est l'eau. Et en veillant à ce que le transfert porte sur le même nombre d'électrons. Ici, on a une demi-équation qui fait intervenir 4 électrons, donc là, il en faut 4. Et pour qu'il y en ait 4, eh bien, on multiplie tout par 2. Donc, on multiplie tout par 2, dans cette demi-équation, évidemment. Et après, alors là, on peut ajouter membre à membre. Donc, membre à membre, les réactifs de ce côté, c'est ici. Les réactifs de ce côté, c'est ici. Et on veille évidemment à ce que on ait bien multiplié par 2 les espèces intervenant dans cette équation-là. Donc, on multiplie par 2. On multiplie par 2. Alors, ici, on a 2 H2O. Plus, alors, les réactifs ici, c'est 2 H2O, mais multiplié par 2, donc plus 4 H2O. Plus, alors les électrons, il est évidemment inutile de les faire apparaître, puisque de toute façon, ils vont figurer en même nombre exactement dans les réactifs et dans les produits, puisqu'on fait en sorte que le transfert porte sur le même nombre d'électrons. Donc les électrons, c'est obligatoirement simplifié. Côté réactif, c'est bon, on a mis réactif. Côté produit, alors côté produit, on a O2, donc on a O2, plus 4H+, plus 4 électrons, évidemment, les électrons, on ne les fait pas figurer. Ensuite, côté produit, ici, on a H2, mais multiplié par 2, donc 2 H2, plus 12H- multiplié par 2, donc 4 OH-. Et les ions H+, et les ions HO- vont immédiatement réagir pour former des molécules d'eau. Donc ici, on va avoir O2 plus, à la place de 4H+, et 4HO-, on va avoir 4H2O plus 2H2. Et enfin, y a-t-il encore des simplifications possibles? Oui. Eh bien ici, on a 4H2O, ici 4H2O. Donc 4H2O de chaque côté. On simplifie. Et il nous reste 2 H2O donne O2 plus 2H2. Et on voit que il y a une proportion là, imposée par les coefficients stoichiométriques, de 2 molécules de H2 pour une molécule de O2. Est-ce que c'est cohérent? Oui, dans le tube où se produisait H2, le volume de gaz était 2 fois plus important. Là, le volume de gaz est directement proportionnel à la quantité de matière. Donc, c'est bien cohérent. On répond à la 6 maintenant. La cathode est le lieu de la réduction. Où se trouve-t-elle la cathode? Donc, quelle est la demi-équation qui correspond à une réduction? Donc, ce qui correspond à une réduction, c'est cette réaction-là. Donc là, c'est la réduction de l'eau. C'est l'eau qui est réduite, qui reçoit 2 électrons, pour produire ensuite H2. Eh bien, puisque c'est cette réaction-là qui est le lieu, qui est la réduction, elle se produit donc à la cathode. Et donc la cathode, c'est là où se produisait H2. Donc la cathode, c'est là où se produit H2. C'est l'électrode où on voit la production de H2. C'était l'électrode négative. Évidemment, l'anode, c'est l'autre. Donc l'anode, c'est le lieu de l'oxydation, et c'est ici qu'on a oxydation. Où sont les électrons? C'est ici qu'on a oxydation. L'eau est oxydée, elle perd des électrons, et donc c'est cet électrode-là
qui est donc le lieu de l'oxydation, qui est l'anode. L'anode, c'est donc l'électrode positive où se produisait le dioxygène. Donc, l'anode, c'est l'électrode où on a observé la production de O2, c'est l'électrode positive. Alors, à l'aide de la demi-équation concernée, calcule le volume théorique de H2. Donc, quelle est l'équation concernée? Eh bien, c'est l'équation où apparaît H2 et on a évidemment besoin de la mettre en relation, cette quantité de H2 avec la quantité de matière des électrons avec les électrons. Donc, on a besoin d'exploiter cette demi-équation-là où figure H2 et les électrons transférés. Et donc, de cette équation-là, où figurent les électrons et H2, on peut en déduire que N électrons, la quantité de matière d'électrons, divisé par 2, égale N de H2, donc là c'est le N théorique, divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire divisé par 1. Et donc, la relation, ce sera N de H2 égale 1,5 de N de quantité de matière des électrons. Comment accéder à la quantité de matière d'électrons? Eh bien, de l'extérieur, on a accès aux grandeurs électriques, tension, intensité et évidemment durée. C'est par l'intermédiaire de la quantité d'électricité, de la charge électrique, de la quantité d'électricité, qu'on va pouvoir déterminer ce N électrons. Donc la quantité de matière d'électricité qui circule, c'est I fois delta T. Donc la quantité de matière d'électricité, qui s'exprimera en coulombs, c'est le produit intensité, en ampères, multiplié par la durée, donc en secondes. Alors, je vais prendre des valeurs, maintenant, que j'ai observées. Il n'y a aucune raison que vous preniez exactement les mêmes, sauf si c'est vous dont j'ai pris les valeurs. Vous prenez, donc vous faites ce calcul-là avec vos valeurs. Donc I, c'était de l'ordre de 0,30 ampères. La durée, c'était un peu plus de 11 minutes. Je vais prendre 11 minutes et 30 secondes. Mais la durée, elle doit être exprimée en secondes. Donc 11 minutes et 30 secondes, eh bien, cela donne 690 secondes. Et donc, ça donne une quantité d'électricité, de charge électrique, de 207 coulombs. Alors, maintenant qu'on a la charge électrique qui a circulé, la charge électrique totale qui a circulé dans l'électrolyseur, la quantité d'électricité qui a circulé, puisque cette quantité d'électricité elle a été portée par les électrons, elle s'est accompagnée d'un déplacement d'électrons, eh bien on peut en déduire la quantité de matière d'électrons qui a circulé. Alors on peut le faire en 2 étapes ou en une étape. En 2 étapes, on va d'abord calculer le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons qui a circulé pour que cette charge-là ait circulé. Le nombre d'électrons, c'est donc le rapport entre cette charge électrique et la charge qui circule lorsque un électron circule, au signe près évidemment. Et donc, c'est 207 coulombs divisé par la charge électrique portée par un électron, au signe près, 1,60 puissance moins 19. Donc, j'ai 1,29375, 29, etc. Alors, comment faire beaucoup de calculs en cascade qui s'enchaînent?
on garde en mémoire tous les chiffres dans la calculatrice et on les fait tous intervenir dans la calculatrice. Quand on écrit, bon, évidemment, on ne met pas la totalité. Donc 1,29 10 puissance 21 électrons. Donc voilà, ça correspond à la migration, à la circulation de 1,9 10 puissance 21 électrons. Alors maintenant, la quantité de matière d'électrons, eh bien, c'est ce nombre-là, nombre d'électrons, divisé par le nombre d'Avogadro. Donc 1,29 10 puissance 21 divisé par 6, donc nombre d'Avogadro, 6,022 10 puissance 23. Alors en fait, je fais le calcul avec tous les chiffres restés en mémoire dans la calculatrice. Et j'obtiens 2,1483, etc. Donc 2,15 10 puissance moins 3. Et là, c'est une quantité de matière, c'est en mol. Donc mol. Mais dans la calculatrice, je garde en mémoire tous les chiffres. Donc voilà la quantité de matière d'électrons qui a circulé. Alors pour obtenir ça, en fait, on aurait pu passer directement, exploiter directement la grandeur Le Faraday, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui est mobilisée, qui circule lorsque une mole d'électrons circule, et on l'avait ici, 9,65 10 puissance 4. Donc en divisant 207 par 9,65 10 puissance 4, eh bien on obtient ce résultat-là. Aux approximations près. Donc 2,15 10 moins 3. Voilà, ça c'est la quantité de matière d'électrons qui a circulé. On a besoin maintenant de la quantité de matière de dihydrogène, de H2. Comment elle est reliée, la quantité de matière de H2 à ceci? Eh bien, on a mis en évidence cette proportion-là avec la demi-équation, donc c'est la moitié. Donc N de H2, c'est la moitié de cette quantité de matière d'électrons, donc 2,15 10 puissance moins 3 divisé par 2, donc je fais le calcul avec tous les chiffres en mémoire, et j'ai 1,07, etc. 10 puissance moins 3 mol. Voilà la quantité de matière de H2. Ce qu'on observe, ce qui est accessible par la mesure, eh bien, c'est un volume. On voit le gaz se former dans le tube. Et donc, le volume, pour le comparer, le volume, donc tout ça, en fait, c'était bien le volume théorique. Hein. Là, donc, ce sera le volume théorique. C'est donc la quantité de matière multipliée par le volume molaire, le volume d'une mole des gaz. Donc, NH2 multiplié par le volume molaire. Donc, 1,07, etc. 10 puissance moins 3 multiplié par le volume molaire. On l'a au-dessus, c'est 24 litres par mol. Et donc, cela donne 25,7, donc 2,57 10 puissance moins 2 litres. Les gradations ou les mesures sont plus pratiques pour cette verrerie-là, ce volume de verrerie en millilitres. Donc tout ça en millilitres, ça fait donc tout ça en millilitres, ça fait 25,7 millilitres. Est-ce que c'est cohérent? Oui, c'était de l'ordre d'une vingtaine de millilitres. Vous avez obtenu une vingtaine de millilitres. C'était le volume d'une éprouvette, d'un tube à dégagement, avec les gradations un peu fantaisistes de Jolin. Alors maintenant, on repart, mais cette fois-ci du volume mesuré dans le tube. Alors, le volume mesuré dans le tube, en fait, il y avait des graduations qui étaient donc
propre à cette verrerie-là, qui correspondait à 1,2 millilitres. Tout en bas, il y avait une partie ici hors, il y avait une partie hors graduation, en dessous du 0, qui valait 1,3. Et tout au-dessus, une partie hors graduation qui correspondait à 3,1, donc sauf erreur, j'ai 23,7, donc le volume total du tube c'est 23, donc ce volume qui a vraiment été obtenu d'hydrogène, volume expérimental, c'est 23,7 millilitres. Non, ça ne correspondait pas, je pense que c'est 4. 23,7 millilitres. Donc, évidemment, pour l'exploiter, ensuite, c'est en litres, donc 2,37, 10 moins 2 litres. On va donc en déduire la quantité de matière de dihydrogène qui a vraiment été produite. Donc, ça, c'est le volume. Donc, la quantité, donc cette fois-ci, c'est plus théorique, ce sera un expérimental qui a vraiment été mesuré au cours de l'expérience, à la fin de l'expérience. Donc là, la relation qui donne la quantité de matière, c'est volume divisé par volume molaire. Donc le complément là, de cette relation-là. Donc là, le volume 2,37 10 puissance moins 2 divisé par 24,0 litres par mol. Et ceci donne 9,875, donc 9,9, 10 moins 4. Donc, non, 3 chiffres, 9,88, 10 moins 4 mol. Bon, en fait, il y a un peu plus de chiffres, on les garde en mémoire de la calculatrice. Et on va maintenant en déduire la quantité de matière d'eau qui a été hydrolysée pour produire cette quantité-là de H2. Combien de moles d'eau ont été hydrolysés? Eh bien, on voit que dans l'équation globale, chaque fois qu'on hydrolyse 2 molécules d'eau, on produit 2 molécules de H2. Donc pour une molécule d'eau, il y a une molécule de H2. La quantité de matière de H2O est la même que la quantité de matière de dihydrogène. Donc on a NH2O hydrolysé égale NH2 produit, et donc 9,88 10 puissance moins 4 mol. Alors, pour casser ces molécules d'eau, évidemment, ce n'est pas une réaction spontanée, il faut apporter de l'énergie. L'énergie nécessaire pour une mol d'eau, c'est 282 kJ. Donc, eh bien, on va pouvoir calculer cette énergie qui a été utilisée vraiment pour hydrolyser les molécules d'eau, pour hydrolyser l'eau. Donc là, c'est une énergie utile. Et donc, c'est la quantité de matière de H2O multipliée par cette énergie pour une molécule, pour hydrolyser une molécule d'eau. Et donc 9,88 10 puissance moins 4 multiplié par 282 kJ. Donc 10 puissance 3 pour l'avoir en joule. Et donc égal
278 2,78 10 puissance 2 joules. Il y a encore d'autres chiffres après, on les fera intervenir plus tard. Donc voilà l'énergie qui a vraiment été mobilisée pour hydrolyser ces molécules d'eau. Alors ça, c'est l'énergie chimique qui était nécessaire pour casser les molécules d'eau. Et l'énergie, elle a été apportée par l'intermédiaire du générateur, à l'aide du générateur. Donc le générateur, lui, qu'est-ce qu'il a apporté comme énergie? Eh bien le générateur, lui, il a apporté une énergie électrique. Donc l'énergie électrique apportée par le générateur, c'est la puissance multipliée par l'intensité, la puissance multipliée par la durée de l'électrolyse. Et la puissance, on l'obtient en faisant le produit U fois I fois donc delta T pour avoir l'énergie. La tension, eh bien, vous aviez une tension qui était de l'ordre de 10 volts. L'intensité, si je prends évidemment la même valeur que celle que j'ai choisie tout à l'heure, donc 0,30 ampères, et la durée, eh bien, c'est toujours 690 secondes. Et donc ça donne l'énergie électrique consommée. Et donc l'énergie électrique consommée, cela donne 207 fois 10, donc 2070 joules. Donc voilà l'énergie électrique qui a été utilisée, qui a été mobilisée à l'aide du générateur. Tension fois intensité pour la puissance fois la durée pour avoir l'énergie. Et donc, de toute cette énergie qui a été mobilisée, eh bien, seule une fraction a été vraiment utilisée, a vraiment servi à hydrolyser les molécules d'eau, le reste a été perdu. Donc, le rendement, c'est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie électrique utilisée. Donc, mobilisée. Donc là, 2,78 10 puissance 2. Ici, évidemment, on n'aurait pas vraiment la légitimité de mettre 4 chiffres significatifs. Donc là, ce sera plutôt 2,07 10 puissance 3 au mieux, et même d'ailleurs 2,1 à 2 chiffres significatifs, 2,1 10 puissance 3. Et donc ici, donc l'énergie électrique totale consommée et mobilisée, 2,1 10 puissance 3. Mais on fait le calcul évidemment avec tous les chiffres restés en mémoire dans la calculatrice. Et donc on a et on a 0,13. 0,13, donc 13%, voilà le rendement de ce montage de l'électrolyseur. Donc 13% de l'énergie électrique a été réellement transformée en énergie chimique qui a permis de casser les molécules d'eau, d'hydrolyser l'eau. Alors, si on avait électrolysé 1 litre d'eau, quel volume de dioxygène on aurait pu obtenir? Eh bien, pour avoir la conversion du volume de dioxygène en volume d'eau,
on doit passer par les quantités de matière. L'équation nous donne une relation entre les quantités de matière. Et donc, les proportions, la relation entre les quantités de matière, la proportion entre les quantités de matière, elle est donnée dans l'équation bilan globale, ici. On a 2 molécules d'eau pour 1 molécule de dioxygène, et donc, 1 molécule de dioxygène, la quantité de matière de 1 molécule de dioxygène qu'on obtient, c'est la moitié de la quantité de matière d'eau. Ce qui fait que on a calculé comme, alors là c'est pas la même quantité, on a donc une nouvelle situation. Là on imagine avoir électrolysé 1 litre d'eau. Donc quelle est la quantité de matière correspondant à 1 litre d'eau? Eh bien là, comme on n'est plus dans la phase gaz, on n'est pas dans la phase gaz, là on est dans les quantités de matière, phase liquide, eh bien on doit passer par la masse. Donc on passe par la masse. La quantité de matière d'eau, c'est le rapport obtenu par le rapport masse sur masse molaire. Donc masse molaire de l'eau, masse de l'eau. Donc la masse de 1 litre d'eau, donc c'est la densité fois la masse volumique. Là, je le raccourcis un petit peu, c'est donc 1 kg, donc 1 10 puissance 3 grammes. La masse molaire de l'eau, 16 pour l'oxygène, 1 pour l'hydrogène, donc 18. Et donc ça, eh bien, cela donne 55,55555, donc 55,6 mol. Voilà la quantité de matière d'eau contenue dans 1 litre d'eau. Et donc, la quantité de matière d'oxygène, de dioxygène qu'on pourra récupérer, c'est la moitié de ceci. Et donc, ça donne N2O2 égale la moitié de ceci, 55,6 divisé par 2, ça fait donc 27,8 mol. Donc voilà la quantité de matière de dioxygène qu'on récupère, et on traduit ça en volume avec la relation volume égale quantité de matière multiplié par volume molaire. Donc le volume de dioxygène, ce sera cette quantité de matière multipliée par le volume molaire. Donc 27,8 mol multiplié par 24 litres par mol, volume molaire. Donc on obtient 667 litres de dioxygène en électrolysant 1 litre d'eau. Alors à quoi ça sert d'obtenir du dioxygène? Pourquoi? Dans quelle situation serait-il intéressant de produire du dioxygène? Eh bien, le dioxygène, il est nécessaire à la respiration. Les gens qui sont dans des enceintes fermées, dans des lieux fermés, confinés, qui n'ont pas accès à l'oxygène de l'atmosphère, eh bien, peuvent produire de l'oxygène grâce à ce système-là. À qui on pourrait penser? Par exemple, aux sous-marins ou aux gens qui sont dans l'espace, dans l'ISS. Et le dihydrogène, eh bien, le dihydrogène, on a vu une application du dihydrogène dans le chapitre sur les réactions spontanées, le sens spontané. Le dihydrogène est un combustible servant, donc réactif, combustible servant dans les piles à combustible à dihydrogène avec évidemment le dioxygène de l'air, ou alors un dioxygène qui est apporté artificiellement
à partir d'un réservoir. Donc voilà, avec le dihydrogène, eh bien, on peut reproduire à nouveau de l'électricité. Alors évidemment, là, il a fallu de l'électricité pour produire du dihydrogène. Alors on peut produire du dihydrogène d'une autre façon aussi. Mais donc là, eh bien, on peut le faire dans un endroit où on dispose, par exemple, des panneaux photovoltaïques ou d'autres systèmes, centrales hydrauliques, pour produire de l'électricité, produire ensuite du dihydrogène, et puis ensuite produire à nouveau de l'électricité. Il est très possible que vous ayez aperçu, ou que vous aperceviez à un moment ou à un autre, dans votre futur proche, des véhicules, notamment des bus, qui fonctionnent avec du dihydrogène, avec des piles à combustible avec du dihydrogène. Autre application possible, eh bien, la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène, donc la réaction inverse, elle est extrêmement violente et exothermique. Et alors on ne le voit pas dans la petite explosion, la petite détonation qu'on entend, qu'on observe quand on présente l'allumette ou le briquet à la sortie du tube, parce que l'oxygène nécessaire à la combustion, il est juste à la sortie dans une proportion qui n'est pas du tout cette proportion-là. Mais si on a un mélange stoichiométrique, donc avec ces proportions-là, dans un tube, là, on entend quelque chose de plus marquant. Et c'est donc cette réaction-là qui est la réaction qui permet de faire fonctionner les fusées, de propulser les fusées avec les réacteurs à poudre. Donc soit c'est des réacteurs à poudre, soit c'est les mélanges propergol dioxygène dihydrogène. Et donc c'est pour ça que vous voyez d'énormes plaques de glace qui tombent des fusées, des moteurs, des réacteurs lors des décollages. C'est parce que le dioxygène et le dihydrogène, évidemment, pour être stockés en quantité, sont comprimés et ils sont aussi refroidis. Ils sont refroidis à des températures très basses. Et donc c'est d'énormes quantités de givre qui se forment sur les réservoirs, sur l'extérieur des réservoirs, et qui tombent après avec les vibrations. Voilà à quoi ça sert, par exemple, le dihydrogène.